entretien du marquis. Bonjour à tous. Pendant que Lazara fait un doigt de déshonneur, la censure frappe la France comme jamais. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre de mon travail à l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Georges Dessau et Pierre-Louis Garnier, des fidèles parmi les fidèles. Merci à eux. Et puis je tenais à vous remercier pour tous vos messages, pour votre soutien inconditionnel. C'est tous ensemble qu'on arrivera à faire reculer la presse aux ordres. Je vais commencer mon journal par quelque chose qui est du domaine du people, qui pourrait être très anecdotique. Eh bien, pas du tout, parce que lorsqu'on creuse le sujet, on s'aperçoit qu'on attrape toute la Macronie dans une certaine mesure. Alors, on va regarder de suite l'objet du délit. Vous avez donc cette jeune femme qui représentait la France à l'Eurovision. Et lorsqu'elle apprend qu'elle est à la 16e place et qu'elle a perdu, elle fait ce doigt de déshonneur. Ce geste suscite la colère, l'indignation, et puis c'est une humiliation nationale parce qu'elle a fait ce geste devant 200 millions de téléspectateurs en direct. Et elle part de l'écran sans attendre le résultat final. À la vulgarité, elle ajoute l'impolitesse. Et lorsqu'on lui demande d'expliquer son attitude, eh bien, elle n'arrive pas à l'assumer, elle nous prend pour des imbéciles. Ce n'est pas un geste négatif. Non, non, un doigt de déshonneur, ce n'est pas un geste négatif. Au contraire, c'est juste un geste de déception qu'on utilise entre amis. Le seul ennui, c'est qu'elle n'était pas entre amis. Elle était devant 200 millions de téléspectateurs. Encore un moyen pour se disculper. Après, je peux comprendre qu'outre-mer, ce soit considéré comme un autre geste. Ah, c'est sûr, dans le monde entier, c'est toujours la même signification. Honte, honte nationale. Mais comment se fait-il que cette jeune femme ait pu représenter la France? Quel est le mécanisme qui l'a conduit à l'Eurovision? Et on est obligé de remarquer que ce n'est pas du tout anecdotique, que cela va de pair avec une certaine tendance fâcheuse de la Macronie. On nous impose de plus en plus, les chanteurs, les artistes. Nous ne sommes plus libres de notre destin. Je voudrais revenir maintenant sur la chanson. Je l'ai écoutée. Sur le plan musical, il y a certainement pire, et puis les goûts, les couleurs, hein, c'est à chacun de faire son opinion. Mais par contre, il y a les paroles. Et dans les paroles, qui sont un petit peu stupides, dans ce couplet, car moi je chante ma vie, la vôtre et un peu de romance, je suis nu devant vous, donnez-moi donc une chance, de vous à moi, de moi à vous, ai-je réussi à chanter la grande France. C'est creux, c'est absolument pitoyable, à chanter la grande France. Et que fait-elle pour représenter cette grande France dans sa chanson? Un geste plus que déplacé, un geste de vulgarité. Alors, la question c'est, oui, pourquoi a-t-elle été choisie? Car nos amis canadiens nous avaient expliqué, puisqu'elle est canadienne, marocaine et canadienne, ils nous avaient expliqué, attention, elle est ingérable, c'est une caractérielle, c'est presque une asociale. Et on se rappelle que le 17 avril, concert et interview annulés, caprice à l'hôtel, que se passe-t-il avec Lazara, représentante de la France à l'Eurovision? Le comportement de la chanteuse québécoise censée représenter l'Hexagone, j'aime pas l'Hexagone, je déteste ce mot l'Hexagone, la France, le 13 mai prochain à Liverpool, est pointé du doigt. Alors j'aime beaucoup ce mot pointé du doigt parce qu'il est évidemment annonciateur et pose question pour la suite des événements. Il n'était donc pas très difficile de prédire l'avenir avec une telle diva entre guillemets. On revient sur notre question, mais qui a choisi? Est-ce que c'est le public français? Eh bien, pas du tout. Et nous sommes toujours dans la dérive macroniste. C'est France Télévisions et la chef de la délégation française de l'Eurovision qui ont décidé de sélectionner Lazara. Les Français ont perdu la main sur les personnes qui les représentent au niveau Eurovision. Et vous avez bien compris qu'avec Lazara, on faisait passer certains messages. Une France métissée, une France liée à la francophonie. En fait, on sent qu'il y avait un cahier des charges et que Lazara cochait toutes les cases. Mais la seule chose, évidemment, auquel il n'avait pas pensé, c'est qu'il en manquait une de case à Lazara.
Et c'est bien là tout le problème avec la Macronie. Ils nous imposent, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans le cinéma, des artistes qui font passer des messages et des messages de propagande. Voilà ce qui est arrivé ce week-end, par exemple. Des joueurs de foot ont dû porter le brassard de la LGBT. Et que nous dit le ministre des Sports? Stade 2, il est de la responsabilité des clubs de prendre des sanctions contre les joueurs qui ne veulent pas porter le brassard de la LGBT. Donc le ministre des Sports a réagi suite à la polémique sur le refus de certains joueurs de la Ligue 1 de porter ce fameux flocage arc-en-ciel pour participer à la campagne de lutte contre l'homophobie. Voilà ce que nous répond Philippe Murer avec beaucoup de justesse. Tout ça est du terrorisme intellectuel. Le maillot arc-en-ciel représente les intérêts des LGBT et absolument pas l'intérêt des Français qui ont une sexualité homosexuelle. Les sportifs peuvent ne pas être homophobes, mais ne pas vouloir être floqués LGBT. Oui, ça c'est leur droit. La LGBT, c'est une association totalitaire et on n'a pas envie d'avoir les couleurs totalitaires. Comme ils peuvent respecter le maillot japonais sans vouloir le porter. Stop au terrorisme intellectuel. Ce ne sont pas des propos d'une ministre dans une démocratie, cela s'appelle un diktat. Je ne connais pas Donatien Gomis, je ne sais même pas qui il est. La seule chose que j'ai lue, c'est une brève de 20 minutes. Donatien Gomis, donc de Guingamp, a refusé de porter le maillot arc-en-ciel. Je ne connais pas les raisons invoquées. Mais dans une démocratie, il a tout à fait le droit de ne pas vouloir porter le maillot d'une association totalitaire. Et ceux qui sont déjà prêts à faire un procès en homophobie, je tiens à signaler que nos leaders ne passent pas leur temps souvent dans le lit des filles. Et on s'en moque, nous sommes libérales dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans les culottes, cela ne nous regarde pas, comme disaient les inconnus autrefois. Et puis je voudrais rappeler les propos du plus grand hypocrite, le plus grand propagandiste de cet État, le président de la République. Coupe du Monde 2022, il ne faut pas politiser le sport. En effet, si nous voulons tous être ensemble, quelles que soient nos convictions, nos idées, eh bien il ne faut surtout pas parler politique et parler de ce genre de choses. Cette tentative est tout à fait insupportable. Et nous voyons la même chose dans l'art. Souvenons-nous, je vous avais parlé de ce tableau de Myriam Khan. Or, pour Libération, qui nous prend pour des imbéciles, il y a seulement les gens d'en haut qui savent et qui comprennent. Le tableau de Myriam Khan raconte ce qu'est la guerre en Ukraine, mais c'était trop de liberté d'expression pour l'extrême droite. Ce sont des gens qui passent leur temps à censurer, qui nous expliquent ce que c'est que la liberté d'expression en faisant l'amalgame entre la droite patriote et l'extrême droite. Le poison de la calomnie a fait le reste. Un drame en 4 actes par Tania de Montaigne. Et voilà, et en plus le lyrisme à dessous, qui est toujours la marque des totalitaires. Par contre, lorsqu'on a des œuvres d'art que nous aimons bien, par exemple celle-là, moi je trouve que c'est un joli tableau, il dit beaucoup de choses sur Emmanuel Macron et son fameux 49.3, eh bien ce tableau, lui, a voulu être censuré par le chef de l'État. Alors, le droit à l'expression, le droit à l'art sacré, c'est évidemment en fonction des idées politiques du camp macroniste ou de Libération. Non. L'art est manipulé comme l'Eurovision est manipulée, comme le sport est manipulé. Ils veulent faire passer des messages et nous vendre leur camelote idéologique wokiste. Et puis cela dure dans tous les domaines. Pensez qu'Emmanuel Macron nous a expliqué en marche comme un zombie. Macron fait de la France un sinistre décor de théâtre. Population chassée, centre-ville barricadé, 1500 policiers réquisitionnés, figurants sélectionnés. Et il croit que les Français sont dupes de ces folles mises en scène. Je voudrais juste corriger quelque chose d'Anonyme Citoyen, parce qu'il affirme que c'est un dispositif qui n'a jamais été vu pour une visite présidentielle. Et non, à chaque fois qu'Emmanuel Macron met son nez dehors depuis la réforme des retraites, il y a un dispositif policier inouï. Les villes, les villages, Paris même, doivent être vidés de leurs habitants. Je vous renvoie à la visite de Saintes où les manifestants n'ont pas pu approcher le collège avec groupe électrogène. Et je vous renvoie aussi aux commémorations du 8 mai où les Parisiens n'ont pas pu se rendre sur les Champs-Élysées parce qu'Emmanuel Macron
devait être place de l'Étoile. C'est en effet une triste habitude. Pourquoi Emmanuel Macron continue ses voyages? Essentiellement pour faire des photographies et des discours de type Potemkin, des fausses informations qui vont être diffusées sur BFM ou sur LCI. Regardez d'ailleurs ce qu'est capable d'écrire l'Immonde. À Dunkerque, Emmanuel Macron veut montrer une France qui va bien. Le seul ennui sur la photographie, et tout le monde l'a remarqué, c'est la magie de l'usine, c'est quand un président se retrouve par miracle entouré de 200 salariés acquis à sa cause. Autrement dit, ils ont été sélectionnés, triés, choisis, vous imaginez, par un service de communication très anxieux, et qu'il n'y avait aucun syndicaliste, et qu'aucune question n'est posée sur la réforme des retraites. Oui, c'est de la pure propagande. Et pour arriver à un tel niveau de propagande, vous le savez très bien, il faut des journalistes aux ordres. C'est Régis de Castelnau au micro d'Éric Morillo dans Les Incorrectibles qui l'explique. On a souvent développé cette information sur cette chaîne. Non seulement Julien Pain a touché des subventions avec votre argent et le mien, mais il touche également de l'argent du service public. C'est donc un système de corruption qui a été mis en place par Emmanuel Macron pour faire en sorte que les journalistes défendent toute sa propagande. Nous sommes dans ce stade-là de la censure en France. Des journalistes sont payés pour attaquer les opposants et pour valider toute la propagande de l'Élysée. Je vais maintenant ouvrir la page soignants non plus suspendus puisqu'ils ont été réintégrés. Les Français sont majoritairement pour comme nous le dit Gérard Kierzek, à partir d'un sondage, près de 8 Français sur 10 approuvent la réintégration des soignants non vaccinés selon un sondage. Et Gérard Kierzek écrit « Les Français ont raison et compris que plus personne n'était vacciné à l'hôpital, donc ce sont désormais des soignants comme les autres dont le système de santé a besoin, bien évidemment, et bienvenue à eux dans les hôpitaux. Ce que je sais, c'est que de nombreux chefs de service les attendent avec impatience. Il y a quelques macronistes qui essaieront de livrer des combats d'arrière-garde. Et il y en a un qui livre systématiquement un combat d'arrière-garde, c'est Raphaël Enthoven, l'un des chiens de la Macronie. Regardez ce qu'il est capable d'écrire. C'est une phrase de type totalitaire. Quand tu es anti-vax, tu n'es pas soignant. C'est affirmatif, mais d'où il sort cette information? La première chose, c'est que les soignants suspendus ne sont pas anti-vaccins. Ils étaient contre le Pchout de Pfizer, qui était un produit en phase d'essai et qui ne protégeait ni de la transmission ni de l'infection, comme nous le rappelle Gérard Kierzek. Est-ce que Raphaël Enthoven a quelques notions de médecine? Strictement aucune. Les médecins que j'ai souvent cités sur cette chaîne se sont opposés là encore à cette vaccination obligatoire. Ils avaient une démarche scientifique raisonnée. Raphaël Enthoven n'est que dans l'invective, il n'est que dans l'insulte. Encore une fois, Raphaël Enthoven s'est déshonoré. La jeune femme lui démontre, preuve à l'appui, que c'est une absurdité de suspendre les soignants non vaccinés et il ne peut répondre que par une phrase creuse, une imbécilité d'un niveau stratosphérique et surtout une phrase de type totalitaire. On ne pouvait pas avoir meilleure démonstration de la nullité de ces gens-là. Je voudrais aussi revenir sur quelqu'un qui a été victime d'un docteur du niveau de Raphaël Enthoven, c'est notre ami Rémi de Juste Milieu. Je vous mets l'enregistrement dans la description, écoutez-le, c'est édifiant, Philippe Murer. On rit même, l'argumentation au niveau maternel et la vulgarité du chirurgien pro-vaccin Doc Primum qui est littéralement éclaté, mais vraiment éclaté par Rémi de Juste Milieu qui conserve son calme, qui lui rétorque des arguments scientifiques et aux arguments scientifiques, ce chirurgien ne peut répondre que par des insultes. Cela devient une tradition. Il y en a un autre qui ne répond maintenant que par des insultes, voire maintenant des théories du complot aux critiques qu'on lui a adressées. Ce philosophe, j'avais écrit un article il y a 2 ans sur lui en disant « Attention, il est en train de taper sur les non-vaccinés. Vous avez deviné, ce n'est pas Raphaël Enthoven, c'est Michel Onfray. » Eh bien, Michel Onfray reprend la prose de Rudi Reichstadt. Est-ce un hasard? En effet, les gens
qui attaquent les grands laboratoires seraient des antisémites. Pourtant, Michel Onfray, lui qui se réclame de Proudhon, devrait être sensible sur le modèle économique de Big Pharma. Le Big Pharma, c'est une industrie qui ne vit que sur le profit, sur l'avidité. Leur objectif, c'est de faire des bénéfices, ce n'est certainement pas de faire le bien des patients. Ceux qui en douteraient encore, je les renvoie sur mes précédents numéros, notamment Perdu Pharma, le Vioxx, le Levitrox, le Mediator. Et il me serait impossible de nommer tous les scandales qu'il y a eu autour du Big Pharma. Les médecins qui ont travaillé dessus ont comparé justement le Big Pharma à une mafia. Eh bien, pour Michel Onfray, circuler, il n'y a rien à voir. Et lorsqu'on lui fait remarquer la collusion de ses intérêts avec cette industrie, il vous dit « vous êtes des antisémites ». C'est monstrueux d'utiliser ce type de point Goldwyn. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on les critique, ils vous qualifient d'homophobes, d'antisémites, de nazis, de complotistes, d'antivax. Comme ils n'ont pas d'arguments, ils n'ont que des insultes. Je voudrais revenir maintenant sur notre philosophe préféré, Raphaël Enthoven. Pourquoi ? Parce qu'il est le compagnon de la directrice de France Inter, qui a été nommée par Emmanuel Macron. Alors, il se trouve qu'une des animatrices de gauche, Charline, que je n'apprécie pas énormément, mais que je vais défendre. Pourquoi ? Parce que dans une république, même si c'est un adversaire politique, s'il est victime du fait du prince, on doit réagir. Si la gauche agissait de telle manière, il y aurait beaucoup moins de problèmes en France. Et Macron ne pourrait pas s'amuser à diviser le peuple français de cette manière. Alors, que lui arrive-t-il à Charline Machin ? Eh bien, on susurre qu'elle a osé un peu trop critiquer le pouvoir, Aurore Berger, Macron et Darmanin. Il paraît que c'est à cause de cette séquence que Charline a été virée de son émission de France Inter par Madame Enthoven. On ne voit pas pourquoi. Je vous mets l'extrait dans ma description, je vous invite à le voir et vous comprendrez pourquoi ces deux humoristes sont mis au rencard. Ils gênent le pouvoir. Censure, répression, interdiction. Macron n'a plus que la fuite en avant et cela commence même à gêner les journalistes aux ordres. Il y avait des journalistes aux ordres qui défendaient Macron lorsque celui-ci conservait à peu près les apparences. Mais Macron a tellement franchi les limites que même Jean-Michel Aplati, oui Jean-Michel Aplati, n'arrive plus à défendre Macron. Il le critique et Jean-Michel Aplati nous explique qu'on ne peut pas interdire les manifestations puisque les juges n'ont pas à décider ce qui est de droite, d'extrême droite. Il explique par ailleurs que certains mouvements de droite ne sont pas l'extrême droite et que donner ce type de qualificatif, par exemple au Rassemblement national, c'est un abus. C'est un abus. Si c'est Jean-Michel Aplati qui le dit, cela en dit long. Alors je voudrais expliquer ce qui est en train de se passer dans certaines rédactions. Nous l'avons vu au Parisien, nous avons vu quelques journalistes de Libération et du Monde commencer à montrer des signes de fébrilité. Pour quelles raisons ? Ils ont vu que Rudi Reichstadt, Julien Pain, Tristan Mendes sont en train de devenir des inquisiteurs qui jugent tel ou tel journaliste. Et ils ont bien compris qu'un jour ou l'autre, ils seraient jugés, qu'ils pourraient être effacés. Comme Charlène, par exemple. Ça, c'est en train de terroriser une grande partie de la classe des journalistes de gauche. S'ils sont capables d'effacer l'un des leurs, ils sont capables de tout. D'autant plus que cela fait écho à ce qui est arrivé à ce personnage bien célèbre, Frédéric Beigbeder, qui lui aussi est effacé. Ce qui me fascine dans cette une, c'est que Frédéric Beigbeder a été un des ambassadeurs du progressisme, du wokisme. Souvenons-nous, il a travaillé sur Canal+, c'est là où il défendait la vitrine du progressisme, parce que Canal+, Michel Denisot, c'était cela. C'était celui qui utilisait de la farine dans Paris et qui critiquait les procureurs qui lui tapaient sur les doigts. C'est ce même Frédéric Beigbeder qui adorait le spécialiste de la petite enfance, Gabriel Maznev. Il s'est fait le chantre de la tolérance et aujourd'hui, les gens qu'il a promus dans une certaine mesure sont en train de se retourner contre lui et l'effacer. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce professeur activiste de gauche à l'université d'Evergreen. Ses élèves ont fini par l'effacer parce qu'il commençait à dénoncer un système totalitaire. C'est en train d'arriver à Charline, qui a beaucoup attaqué à un moment donné cette droite qu'elle n'appréciait pas et qui s'aperçoit que le pire ennemi de la France, ce n'est pas la droite patriote, c'est bien Emmanuel Macron.
comme une ironie de l'histoire. Et je voudrais aussi faire une petite parenthèse avec les bolcheviks. Les bolcheviks en 1917, qui ont mis Lénine au pouvoir, ont tous été éliminés par Staline, par ces fameux procès. Ils ont été arrêtés, interrogés, torturés, exécutés. Je vous renvoie d'ailleurs à un livre absolument éblouissant qui s'appelle Le zéro à l'infini, où un bolchevique est face à, en quelque sorte, son fils spirituel, c'est-à-dire un communiste, celui qui l'interroge et il se dit voilà ce que nous avons fait, nous avons mis en place des monstres. Eh bien, cette gauche progressiste va devoir remarquer, elle va devoir faire son mea culpa, elle a mis un monstre au pouvoir, il s'appelle Emmanuel Macron. Ils ont invité à voter pour Emmanuel Macron et voilà où nous en sommes, censure, dictature, imposition des valeurs et ceux qui ne marchent plus droit dans le service public, ils sont virés et cela donne quelques commissaires politiques comme Michel Onfray, Raphaël Enthoven et les autres. Et puis, il y a d'authentiques résistants qui subissent les foudres du pouvoir politique. Je pense par exemple à René Chiche, qui a fait un travail remarquable contre Pape Ndiaye et qui, vous le savez, a été suspendu pendant 3 mois. Il est intéressant ce tweet, Nicolas Besse, mais on le connaît très bien sur cette chaîne. C'est un macroniste. À chaque fois que vous avez une insulte, quelqu'un qui se comporte mal, vous savez, c'est un des tocards d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de hasard. J'en avais parlé de ce Nicolas Beige, je vais un petit peu vous rafraîchir la mémoire. C'est l'ancien compagnon d'Aurore Berger, et oui, et le nouveau compagnon d'Agnès Pannier-Runacher. Il s'était d'ailleurs très mal comporté lorsqu'il avait été nommé comme chef de cabinet de sa compagne, à tel point qu'il avait dû partir. Voilà qui sont ces personnages qui se permettent de donner la leçon sur un vrai professeur de philosophie qui défend véritablement les enseignants. On pourrait s'attendre que les journaux de gauche défendent René Chiche. En effet, attaquer un professeur au niveau de sa liberté d'expression, attaquer un chef de syndicat, la gauche va ruer dans les brancards, elle va attaquer Pape Ndiaye. Non, pas du tout, c'est exactement l'inverse. Il y a un article stupéfiant dans Libération. Pape Ndiaye a les mains liées par un gouvernement réticent à l'idée de déplaire à la droite. Ils font le panégyrique de Pape Ndiaye, oui, ce ministre totalitaire. Et d'ailleurs, je trouve que l'article très intéressant. Il nous explique qu'il a les mains liées, il ne peut pas faire grand-chose. Mais pourquoi est-il dans ce gouvernement totalitaire Pape Ndiaye ? C'est indéfendable comme situation. Mais bon, on sait à qui appartient le journal. C'est un journal assez proche d'Emmanuel Macron, on l'a bien compris. Encore un ridicule pour le gouvernement, ça j'avoue que ça devient presque drôle. Météo, orage en Occitanie, pluie dans le sud, éclaircie dans le nord, les prévisions de dimanche 14 mai. Alors vous pouvez me dire s'il a fait beau chez vous ce dimanche 14 mai, mais il se trouve que j'ai eu pas mal de gens dimanche au téléphone, ils m'ont tous dit qu'ils ont eu des bonnes pluies et certains habitaient en Provence. La sécheresse est en train de devenir un mauvais souvenir pour presque l'ensemble du territoire. Vous vous souvenez du discours d'Emmanuel Macron ? Il y aura une sécheresse calamiteuse, les sauterelles tomberont, je vais faire un impôt sécheresse, etc., etc. Eh bien, oui, toutes ces prévisions sont tombées à l'eau. Il y en a une autre qui risque de tomber à l'eau, c'est Elisabeth Borne. Ce n'est même plus une rumeur, ça hurle dans toutes les rédactions. Les Français sont critiques, et c'est Odoxa qui le dit, à plus de 69%. Elle devrait laisser la main, il devrait y avoir une dissolution. Le camp macroniste explique qu'ils ne pourront pas tenir 3 ans comme ça. Il faut absolument changer de gouvernement. Par ailleurs, nous avons vu Ciotti organiser un cabinet shadow de certains ministres. Est-ce qu'il voudrait devenir Premier ministre, Ciotti, et qu'il est en train d'imposer ses ministres à Emmanuel Macron ? Nous le verrons dans quelques instants. Enfin, je termine ce journal par de l'écologie. Oui, l'écologie, c'est bien les éoliennes, c'est bien les panneaux solaires. Quoi ? J'ai retourné ma veste ? Allez, c'était que de l'ironie. On va regarder ce que nous tweet Nicolas Meillan. 2 fois plus de renouvelables, c'est 20 fois plus de CO2. C'est absolument sans appel. Fermer du nucléaire, eh bien vous êtes obligé d'ouvrir des centrales à charbon. Et c'est ce que veut faire Emmanuel Macron. Nous mettre, qui plus est, il a annoncé cela hier, du crédit carbone. Voilà, ce journal se termine. J'aurais
bien des choses à vous dire sur ce qui se passe un peu plus à l'Est, mais il se trouve que je ne peux pas l'inclure dans ce journal. Je pense que je ferai un numéro mercredi parce que j'aurai davantage de temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce journal et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt, au revoir.